Très chers amis, bonjour et bienvenue à la saga des jeux, aujourd'hui avec Axel, et on a, il y a quelques jours, reçu une bonne nouvelle de FFG, une preview de la prochaine boîte de campagne de Marvel Champions, alias, comme vous pouvez le voir à l'écran, Agents of Shield. Alors, déjà, nous avons la confirmation que les deux premiers héros qui seront vendus avec la boîte sont donc bel et bien Maria Hill et notre cher ami Nick Fury. Malheureusement, FFG ne nous a pas donné la moindre carte à se mettre sous la dent concernant ces deux héros. Ils ont promis cependant de le faire dans les semaines qui viennent, donc on pourra décortiquer ça à nouveau lors d'une autre vidéo de preview. Par contre, nous avons reçu pas mal d'informations concernant les différentes missions, donc 4 d'entre elles, plus une nouvelle petite mécanique de campagne. Voilà, donc je passe ça en vitesse parce que j'irai de toute façon comme d'habitude tout analyser sur All of Heroes ensuite. Voilà la nouvelle petite mécanique de campagne, Exposing the Mall, donc je ne sais plus la traduction, la petite bête là dans les jardins. Ah oui, là, non c'est pas ça, j'ai un trou de mémoire. Ça vous arrive jamais à vous comme ça, un petit mot que vous connaissez normalement mieux en français, et puis pouf, vous le connaissez plus qu'en anglais. La taupe, voilà, exposer la taupe, qui est d'ailleurs la même expression en français pour découvrir l'intrus qui secrètement œuvre au sein d'une équipe pour la mettre à mal auprès d'une autre. Alors, voilà, tout ça c'est la mécanique, et la superbe image qui, j'imagine, préfigure ce à quoi on va avoir droit sur les deux cartes de héros, donc Nick Fury et Maria Hill. Alors on a une petite information ici en plus, donc Maria Hill arrive avec un deck préconstruit en commandement, dont le style de jeu tournera autour de sa position unique en tant que directeur du Shield. Donc on imagine, peut-être à l'instar de Cyclope, qu'elle va pouvoir avoir toutes les cartes du Shield, quelle que soit la couleur, quel que soit l'aspect, ou tout simplement qu'elle aura des effets permettant d'aller les chercher dans le deck, ou et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc elle va jouer sur le trait Shield. Entre-temps, Nick Fury, lui, sera un maître de la gestion en fait de la menace, et il arrive donc avec un pack préconstruit en justice. Pourquoi pas? Et on dit que ça... Poum poum poum... que sa veste de discrétion lui permettra de faire d'impressionnantes cascades. Donc voilà, on imagine que la belle veste que vous voyez ici, d'ailleurs, quand on lit dans les comics, en fait, sa veste, il faut savoir qu'il y a des petites lignes ici, et le long normalement de son dos aussi, je crois, qui s'allume. Et quand elle est en bleu, me semble-t-il, il est en mode stealth, donc on ne le repère pas. Et quand il est en mode rouge, en gros, il a des injecteurs de narcotiques, enfin bref, qui lui permettent en fait d'être plus fort. Donc voilà, j'imagine que ça va tourner autour donc de cette veste, un petit peu comme les griffes de Wolverine, on sait jamais, on verra bien, ça, je suis impatient de voir ça, d'autant plus que je voulais comparer avec, puisque c'est un des rares decks de héros que j'ai conçu moi-même, celui de Nick Fury. J'avais envie de comparer, maintenant j'ai l'impression que toutes les mécaniques que j'ai créées pour Nick Fury vont plutôt se retrouver chez Maria Hill. Mais on pourra comparer ça quand ça sortira, je me ferai plaisir, en espérant ne pas trop vous causer de déplaisir. Voilà, alors ce qu'on sait aussi, ça on reverra après les 4 silhouettes, hein, comme d'habitude, donc on sait déjà qu'on va avoir 4 héros qui vont ressortir par la suite, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc c'est prévu pour février 2025, du moins outre-Atlantique, vu qu'on sait que Nightcrawler pour l'instant a du retard, on espère que ça ne va pas devenir chronique, et qu'on ne va pas donc l'avoir 1 à 2 mois plus tard que tout le monde. Voilà, toutes ces bonnes choses étant dites, on va passer, hop, sur All of Heroes, que je remercie encore une fois, comme à chaque fois, hein, sans leur travail ce serait beaucoup moins simple de faire toutes ces previews. Donc voilà la belle boîte. Et on va commencer avec Black Widow. Alors attention, ce n'est pas la Black Widow que l'on connaît, qu'on a déjà en héros, c'est bel et bien sa petite sœur d'adoption, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave,
Elle apparaît dans pas mal de séries du MCU pour l'instant, et aura bientôt un film dans lequel elle jouera un rôle majeur, les Thunderbolts. Thunderbolt d'ailleurs qu'on va retrouver un petit peu plus tard aussi, attention spoil. Alors donc la Black Widow, on la voit ici en vilain de niveau 1, 2 de manigance, 1 d'attaque. Elle est évidemment spy, donc espion. Interruption forcée, quand un personnage que vous contrôlez attaque Black Widow, retirez une menace de la manigance principale en ignorant les icônes de crise en jeu. Défausser, donc ça c'est un coup, puis vous avez la petite flèche pour indiquer que si le coup n'a pas été payé, l'action qui suit ne se déroulera pas. Int pour la suite. Donc défausser la carte du haut du deck de rencontre et résolver son effet de préparation, donc si elle en a une. Donc voilà, nous avons une Black Widow qui joue sur les préparations à nouveau. Alors on voit que son set contiendra 23 cartes au total, qu'elle a 13 points de vie par joueur. Et on va passer tout de suite à la deuxième carte révélée pour elle. Et bien voilà, un attachement qui s'appelle le filet assommant, j'appellerais ça en traduction littérale, mais le stun net. Donc quand vous la révélez depuis le haut du deck, c'est un objet, attachez-la à votre identité, le personnage attaché ne peut plus attaquer. Clair, net, précis. Action de héros, inclinez un personnage que vous contrôlez, donc pas forcément celui qui a l'attachement sur lui ou votre héros, non, c'est un personnage, donc voilà, ça peut être géré assez facilement. Et du coup, donc ça c'est de nouveau un coup, et l'effet ce sera de défausser cette carte. Attention que n'importe quel joueur peut utiliser cette capacité. Donc si vous jouez à 4, il y aura toujours bien un petit allié qu'on veut de toute façon garder pour bloquer, qui va finalement pouvoir vous enlever le filet de dessus les épaules. Alors là où ça devient intéressant, donc préparation. Si vous donc retournez cette carte du haut du deck de rencontre par l'effet, on le rappelle ici, de Black Widow, hein. Donc quand elle est attaquée par un personnage, ce qui peut donc se produire plusieurs fois par tour, ça aussi c'est marrant, hein. Si vous avez un deck commandement et que vous voulez l'attaquer avec 3 alliés et puis ensuite l'attaquer avec votre héros, elle va faire l'effet 4 fois. Sauf s'il n'y a pas de menace sur la manigance principale. Donc la vider avant d'attaquer, c'est à mon avis la bonne stratégie ici. Maintenant j'imagine qu'elle doit avoir pléthore de possibilités pour, peut-être plus que d'habitude, pour remplir la manigance principale. Sinon ce ne sera pas très équilibré. Et donc on va résoudre l'effet préparation ici, qui est, après cette attaque, attacher cette carte au personnage attaquant. Donc cette fois-ci, pas l'identité, ça peut tout aussi bien être effectivement un allié. Donc. Et on voit qu'on a une petite icône de boost toute gentille, ça à la limite ça fait plaisir. Donc cette carte-ci elle n'est pas trop méchante. Cela dit, maintenant que j'y réfléchis, le personnage attaché ne peut pas attaquer, et c'est une interruption. Donc l'action c'est d'attaquer Black Widow. Avant que l'action ne se passe, on fait l'interruption. L'interruption va mettre ceci sur le personnage donc, qui attaque. Et au moment où enfin il pourra attaquer et résoudre son attaque, eh bien je pense qu'il ne peut plus puisqu'il ne peut pas attaquer. Tout simplement. Donc ça va bien protéger Black Widow des attaques, cette carte-là. Deuxième carte révélée pour ce set, on voit que c'est un petit sbire, un grunt, c'est les... Oh, il y avait ça dans le premier Warcraft, mais je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Un homme à tout... Enfin, c'est pas un homme à tout faire, mais c'est un pignouf, quoi. Truc de base, soldat... Enfin, ouais, homme de main de base de l'AIM. Donc, un de manigance, un d'attaque. Jusque-là, c'est gentil. Il est AIM. Ça aura peut-être une conséquence plus tard si on joue avec les traits des AIM. 5 points de vie, donc ça c'est déjà pas mal. Et surtout, il la garde, donc 5 points de vie garde, eh bien c'est une fois de plus quelque chose qui va bien protéger la petite Black Widow, qui certes n'a pas beaucoup de points de vie au départ, mais qui finalement, on le voit, va vraiment bien mitiger les dégâts qu'elle va prendre.
Alors, l'effet de préparation, d'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler un personnage, le live decoy qu'on avait dans la Spider boîte. Ça ressemble un petit peu, c'est vraiment la même chose. 1-1, 5 points de vie, garde. Alors, au niveau de la préparation, l'effet de préparation ici, mettez ce sbire en jeu engagé avec vous, puis résolvez son attaque contre l'AIM Grunt à la place. Donc, bien, de nouveau, c'est comme la carte précédente, vous attaquez Black Widow, en fait non, vous l'attaquez pas, elle, vous attaquez le Grunt, le pignouf. Donc c'est vraiment, elle a de bonnes cartes de défense. Alors, a priori, elle a 23 cartes, moins la manigance ou les manigances principales, moins les 3 phases de vilain, on doit être à peu près à 18 cartes. En général, donc il y a déjà 7 cartes au minimum pour le set modulaire standard, et on va en avoir plus ou moins 7 en moyenne pour les sets modulaires qu'on va rajouter. Donc on va se retrouver avec plus ou moins un ratio de 18-14, à peu près 3 chances sur 5 donc de piocher une des cartes de Black Widow qui ont l'air d'être toutes des cartes vraiment défensives. Moralité, j'ai envie de dire que si elle a la manigance, la menace sur la manigance principale, vous avez quand même un petit peu moins de 2 chances sur 3, on va dire 3 chances sur 5 de finalement que l'attaque soit mitigée et que ça n'ait pas d'effet. Donc autant se concentrer sur la manigance principale. Carte suivante, attaque acrobatique. Alors là, je vais quand même gentiment repasser sur notre belle Black Widow, que voici, qu'on aime bien tous, qu'on aimerait aussi, on a beaucoup d'espoir qu'elle évolue, que de nouvelles préparations arrivent dans le set de Agent du Shield, parce que c'est quand même franchement quelque chose au niveau du fleuve, qu'on imagine bien découdre justement de cette agence. Et notre belle Black Widow, elle a son set de cartes, et dans le set de cartes, on voit qu'elle a également une attaque acrobatique. Alors ça fera pas du tout la même chose, si ce n'est que c'est une carte d'attaque. Mais une fois de plus, j'aime bien le faire remarquer quand ils s'amusent à le faire. J'aime beaucoup ce principe, comme ils l'ont fait avec Magneto, comme ils l'ont fait avec Nebula, qu'on retrouve des noms de cartes qui sont les mêmes. Moi j'aime bien. Alors on voit qu'elle est déjà beaucoup plus méchante au niveau des icônes de boost, 3 ça pique. Une fois révélée, donc ça c'est quand on la pioche du haut du deck de rencontre, comme carte de rencontre, si vous êtes en alter ego, en forme d'alter ego, changez en forme de héros et Black Widow vous attaque. Donnez-lui une carte de boost additionnelle pour cette attaque. Donc ça c'est le genre de carte, j'espère qu'elle n'en a pas plusieurs, mais c'est clairement les cartes Game Over. Vous retournez en alter ego dans l'espoir de vous soigner parce que ça devient un peu juste. Elle vous sort ça, eh bien vous êtes littéralement in the... Et je ne le dirai pas parce que c'est malpropre. Donc 2 cartes de boost plus son attaque de base alors que vous êtes probablement déjà low en PV, c'est vraiment une sale carte qu'on espérera. En fait, statistiquement, stratégiquement plutôt, il vaudra mieux attendre, espérer que ces cartes ou cette carte soit passée, soit à la défausse, avant de retourner en alter ego. Voilà, sinon le risque sera réel. Après, c'est se donner des petits frissons pendant qu'on joue et ça peut être sympa aussi. Alors, son effet de préparation. Ok. Donc, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Donc, je rappelle, c'est une interruption. Donc, en gros, l'attaque que vous venez de faire n'aura aucun effet. Ça, ma foi, ça va encore. C'est juste une annulation d'attaque avec rien d'autre qui se pose. Il n'y a pas un grunt 1-1-5 ou un filet enlevé, donc voilà. Par contre, si vous jouez en expert, infligez les dégâts de cette attaque au personnage attaquant. Là, tout de suite, ça pique. C'est-à-dire que vous n'allez plus oser l'attaquer tant que cette carte-là n'est pas passée, parce que si vous le faites, enfin en tout cas vos grosses attaques, si vous lâchez une grosse attaque, les grosses attaques c'est en moyenne en 8, mais il y en a même encore quelques-unes qui font encore plus. Mais la grosse attaque de Cyclope par exemple, qui va peut-être monter, ou celle de Hulk, qui vont monter à des 11-12, je ne sais plus très bien, mais enfin ça peut monter assez haut. Encore Hulk qui pourra peut-être la tanker, mais Cyclope lui, il est one-shot.
Donc voilà, dans ces cas-là, on ne voudra pas attaquer tant que ces cartes-là ne sont pas passées. Ou alors on essayera de la faire passer le plus vite possible, justement en attaquant avec des petits alliés, en se disant, bon, si je perds l'allié, c'est pas grave. De toute façon, à la fin, il perd quand même son point de vie avec le conséquentiel. Avec lui, je peux y aller franco. Ce qui va peut-être nous inciter à moins bloquer, justement, avec nos alliés à qui il ne reste plus qu'un point de vie. Et on revient à Black Widow, dont je ne reviens toujours pas sur le nom du personnage. Ce n'est pas la même au niveau fluff que la Black Widow Natasha Romanoff que je vous ai montré précédemment. D'ailleurs on voit bien ici elle est blonde et ici on voit une belle rousse. Difficile de choisir entre les deux, vous allez me dire. Belova je crois. Yelena Belova il me semble, un truc comme ça. Enfin soit, ça, vous me mettrez dans les commentaires ou j'irai vérifier après si j'ai le courage. Mais voilà. Par contre, selon les règles, si je me rappelle bien, étant donné qu'elle n'a pas de nom qui est indiqué, je pense que normalement, si on suit les règles à la lettre, on ne peut pas jouer l'une contre l'autre. Maintenant, je vous avoue que moi je m'en fous complètement, c'est mon jeu, chez moi et avec mes amis, je fais ce que je veux. Euh, donc, surtout que le MCU s'amuse pas mal avec ça aussi, notamment dans les comics aussi, à les faire se rencontrer les uns les autres d'univers alternatifs. Alors faites-vous plaisir, vous cassez pas la tête. Cela dit, il me semble avoir quand même lu sur un forum anglais, maintenant que je m'en rappelle, que la règle ici ne compte que entre héros et alliés. Et je crois que justement avec quand c'est avec un vilain, enfin avec un méchant, il me semble que ça ne rentre pas en compte, du moins tant qu'ils n'ont pas le même prénom. Enfin bref, je ne sais plus, ça c'est à vérifier. Vous pourrez me dire dans les commentaires quoi aussi, comme ça vous participez un petit peu et je vous remercie, je vous en remercie. Hop, je vous en remercie d'avance. Et j'en perds mon François. Alors, on va gentiment revenir hop, en arrière. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a de Black Widow. Il y aura peut-être encore une ou deux cartes à moitié visibles que l'on pourra voir après sur les images où ils mettent des petits sets de cartes ensemble. On vérifiera ça après. Pour passer au deuxième personnage, Batroc, qui, comme un ami m'a gentiment fait remarquer, en fait c'est un rocher dont on a tué les parents un soir en sortant du théâtre, et depuis il cherche à venger ses parents. Ta 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 ta. Qui es-tu, Batroc? Je suis ton pire cauchemar. Maintenant que ça est dit, en fait c'est le personnage, pour redevenir un petit peu plus sérieux, que l'on retrouve. Donc c'est un Français, le monsieur, qui fait de la savate, donc un art martial français. Et on le retrouve dans le film Captain America 2, dans la scène du bateau au début, où Captain America on va gentiment lui dire sans ton bouclier tu ne serais rien, du coup il le jette. Un beau petit combat s'ensuit entre le mercenaire et lui, et finalement évidemment Captain America gagne. Cela dit c'est quand même un très beau combat à regarder, une belle scène d'action. Et bien ce personnage là en question c'est le fameux Batroc, qui fait donc partie de la Batroc Brigade, qui est un mercenaire, un point de manigance, 2 points d'attaque avec une petite icône, une petite étoile, et il y a une réponse forcée après que Batroc a attaqué, placer une menace, sur le niveau d'alerte. Alors qu'est-ce que le niveau d'alerte? Hop, hop. Eh bien c'est un environnement. On voit qu'il a une face low, donc on imagine qu'il a également une face high, paraît logique. S'il y a au moins 4 menaces par joueur ici, ce qui est quand même déjà pas mal, retirez toutes les menaces d'ici et retournez la carte. Comme réponse forcée, après qu'un personnage est vaincu, à l'exception des dommages consécutifs, placez une menace ici. Donc fini de bloquer avec vos alliés, parce que ça va augmenter le niveau d'alerte. Il faut éventuellement aussi éviter de tuer, si c'est possible, je ne sais pas, avec la mécanique, les sbires, pour garder ceci en bas, puisque évidemment les autres cartes du set, on voit qu'il y a 21 cartes du set de Batroc, vont évidemment être plus fortes à partir du moment où on sera en alerte haute.
Et comme action de héros, dépensez une ressource de n'importe quel type pour retirer une menace d'ici. Ce n'est pas limité à une fois. Donc si vous avez l'impression que c'est vraiment trop haut, vous jetez votre main, si vous êtes un alter ego par exemple, et bouffe 6 menaces en moins sur la dite carte. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre sur Batroc? On voit qu'il a une interruption forcée quand Batroc devrait être vaincu. Reset, hein, donc ramener ses points de vie à 8 à la place, puis retirer 6 menaces de la manigance principale. On voit qu'il a 8 points de vie, et on voit également que ce n'est pas par joueur. Donc le monsieur il a 8 points de vie quoi qu'il arrive. Sauf que en gros, ce que ça signifie, puisque c'est une interruption, donc il n'est jamais vaincu, en vrai, puisque cet effet se passe avant qu'il ne soit vaincu, donc en fait vous ne le vainquez jamais. Ça c'est important aussi pour les effets du genre quand vous vainquez un ennemi, inclinez ceci, allez chercher une carte dans le deck ou autre. Là ça ne marche pas. Et en gros c'est l'équivalent de je te fais 8 points de dégâts, je retire 6 menaces de la manigance principale. En gros c'est ça. Alors, ce qui finalement a un ratio qui est pas dégueulasse quand on a un personnage qui tape pas mal, bah, autant taper sur lui à la place. Puis ça ne fait même pas augmenter étonnamment, ça ne fait même pas augmenter le niveau de menace, le niveau d'alerte. Alors, voici la manigance principale numéro 1. Je ne sais pas si... Non, il n'y en aura qu'une, puisque quand ce stage, quand cette manigance est complétée, est finie, est vaincue, enfin non, est gagnée plutôt par le vilain, les joueurs perdent la partie. Alors, on voit qu'il y a une interruption forcée. Quand la dernière menace est retirée de cette menace, avancez au stage 2A. Ah, donc il y a une manière différente de gagner de d'habitude. Ah, les joueurs gagnent en avançant. Ce qui explique le fait qu'on commence à 6 par joueur. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine? On va augmenter de 1 par joueur, comme d'habitude. Et le seuil paraît assez haut, 12 par joueur, sauf qu'on commence à 6. Donc dans l'absolu, à moins de beaucoup contrer dès le premier tour, c'est un petit peu comme si on avait que 6 ici, quelque part. Alors, comment ça va fonctionner? Eh bien, un petit peu à l'instar de notre cher collectionneur. Donc vous voyez ici, hein, quand le collectionneur est vaincu, retirez 3 menaces de la manigance et retournez-le. Donc ça, c'est une petite différence qu'il avait, c'est qu'il passait un tour en étant moins fort, ce qui était donc finalement plus facile, puisqu'on avait un tour où vraiment il faisait pas mal, et puis il revenait dans sa phase normale, ce que Batroc n'a pas, puisque lui, juste il se reset ses points de vie, et il revient aussi fort et aussi fringant qu'avant. Par contre, la manigance principale, on voit bien qu'elle fonctionne selon le même principe. Les joueurs gagnent en avançant, on a un seuil à 11 par joueur, on commence à 7 par joueur, ça c'était sur la première, hein. C'est de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on essaie de s'enfuir. Et quand la dernière menace est retirée d'ici, avancez au stage 2A, et c'est pareil pour la 2A vers la 3A, et ainsi de suite. Donc voilà, on voit bien que c'est un peu la même mécanique, dans laquelle on a rajouté un petit élément, qui est l'élément d'alerte, qui est vraiment pas mal. Alors justement, on vient ici pourquoi? Pour retrouver, selon le peu d'histoire fleuve qui nous a déjà été dévoilé, une certaine Maria Gazia, un truc dans ce goût-là. Ça, quand on ira relire sa carte, je pourrai lire son nom plus correctement, puisque je ne viens de le faire de mémoire. On va donc pouvoir trouver des captifs à sauver, tout simplement, à libérer. On ne sait pas encore comment, donc ça peut être via des manigances secondaires que l'on va vider et derrière lequel se cache le captif. Ça peut aussi être en avançant tout simplement dans la manigance principale qu'on va avoir de plus en plus de captifs libérés. Pour l'instant, on n'en voit qu'un ici. Comme elle n'est pas nommée, qu'elle n'est pas unique, à mon avis, ça c'est plus comme les Morlocks, ils se ressembleront tous, ce sera à chaque fois le même dessin. Alors on voit qu'elle a 1 de manigance, de contre, pardon, qu'elle a 1 d'attaque, 5 points de vie, c'est une civile, et elle a un truc assez marrant, Victory -1, donc quand elle perd, quand elle est morte, elle est sortie du jeu directement, et en plus on a psychologiquement mal parce que c'est pas des points positifs. Alors, elle ne compte pas dans la limite d'alliés, ça c'est sympa, et les capacités de carte ne peuvent pas la retirer du jeu. Donc elle est quand même relativement protégée.
Cela dit, il n'y a pas, comme c'est parfois le cas avec d'autres, si elle est morte, vous avez perdu ici, bon bah voilà, c'est plus un outil qu'autre chose. Enfin en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on imagine. Peut-être qu'à l'instar des Morlocks, une des manigances va dire que s'il y en a autant dans la pile de défaites, de victoires, mais qui est une défaite, on a perdu. Ça on verra plus tard. Alors action de héros, Exhaust Rescue Captive, donc L, incliné là donc, et retirer une menace par joueur de la manigance principale. Donc vous pouvez contrer de 1 pour un consécutif, un conséquentiel où vous voulez. Vous pouvez attaquer pour un consécutif comme vous le sentez. Par contre, si vous jouez en multi et que vous retirez de la manigance principale, elle ne prend pas de points de dégâts et elle en retire beaucoup plus. Ça, potentiellement, vous jouez à 4, elle retire 4 de la principale. Donc elle vous aide quand même méchamment à vous échapper. C'est une mécanique qui a l'air assez plaisante. Alors, garde de l'ambassade, qui est donc le lieu que l'on part attaquer pour essayer de retrouver la fameuse Maria et la sauver. C'est donc un sbire qui a 1 de manigance, 2 d'attaque, qui est AIM. Donc j'imagine qu'il va y avoir des 7 secondaires qui jouent sur le trait AIM. C'est un peu un des thèmes, un des gros thèmes de la boîte. 3 points de vie, donc pas trop méchant. Il a garde, c'est déjà plus embêtant. Il a, attention, vulnérable, un nouveau mot-clé. Et donc on a l'explication à côté, donc ça c'est très gentil à FFG de nous avoir dévoilé ceci. Défausser ce personnage si il est confused ou stunned, donc s'il est sonné ou confus, j'en ai marre de ce mot que j'oublie à chaque fois. Par contre, si le niveau d'alerte, c'est là qu'on voit l'interaction que cette carte va avoir, et d'ailleurs ici on a la confirmation que l'autre face est en high, donc si le niveau d'alerte est haut, cette carte gagne Search. Renfort, voilà. Cette carte gagne renfort, ce qui n'est jamais très agréable. Par contre, il a une chouette capacité une fois vaincu, mettez une menace sur le niveau d'alerte. Ce qui signifie que vous l'avez vaincu, vous mettez une menace, et vous faites sa capacité, hop, vous mettez une deuxième menace. Donc quand le monsieur qui fait dodo, au lieu de regarder ses écrans de contrôle, se fait tabasser, eh bien on va directement augmenter de 2 sur le alert level, sur le niveau d'alerte. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'essayer cette mission-là, ce deck de rencontre-là, parce que j'ai l'impression qu'ils ont donc repris quelque chose que j'avais déjà bien aimé avec la fuite du musée dans la boîte Galaxy Most Wanted, mais qu'ils l'ont encore un petit peu amélioré, qu'ils ont gravité autour avec d'autres mécaniques qui rendent ça vraiment, ça dépeint un côté plus justement espion, infiltration, ou si possible il faut essayer de ne pas vaincre les ennemis, mais plutôt les bloquer ou les faire disparaître discrètement, enfin ce qui va permettre justement de ne pas faire monter le niveau d'alerte. Et d'ailleurs j'ai le sentiment qu'en campagne il faudra noter le niveau d'alerte et que ça aura probablement une incidence sur les missions suivantes. Alors, est-ce qu'on a encore une autre carte dévoilée? Non, on en revient à notre Batroc, sur lequel je n'ai plus d'autre chose à dire pour l'instant, je pense. Donc, on va passer, hop, au suivant, ce cher Modoc. Le comeback, après nous avoir fait suer avec son set modulaire annexe et son Ritalier 2, le voilà enfin en vilain, avec 2 de manigance, 1 d'attaque. Il est aérien, cyborg et psionique. Donc il a Retaliate 1. Il a 10 points de vie. De nouveau, les points de vie ne sont pas par joueur. On voit que le set contient 27 cartes. Donc ce sont quand même des sets assez cossus. Interruption forcée, quand Modoc devrait être vaincu. Si une cellule de contention est en jeu, retirez 2 compteurs verrouillés, on va dire, Ah oui, c'est ça, retirez donc 2 compteurs du holding cell, donc de la cellule de rétention,
et remettez les points de vie de MODOK à 10 à la place. Donc de nouveau, c'est un personnage qu'on ne peut pas battre, à moins, cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de cellules de contention en jeu. Si c'est le cas, qu'il n'y a plus de cellules de contention en jeu, et qu'on diminue ses points de vie à 0, les joueurs gagnent la partie. Donc on voit qu'on va repartir un petit peu sur une mécanique qui ressemble à celle de Batroc qu'on a eu juste avant. Donc c'est qu'ils ont eu probablement beaucoup d'idées qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord chez FFG, et du coup ils se sont dit, eh bien on va faire deux scénars différents, qui partent un petit peu du même postulat, mais avec lesquels on va avoir des finalités différentes. On va regarder ça tout de suite. Donc tout d'abord, ici on voit qu'on a un allié, Flying Inhuman, donc les Inhumains arrivent enfin, enfin, façon de parler, parce que je pense, si je ne dis pas de bêtises, que... Oui, c'est ça, comment elle s'appelle encore, Miss Marvel est inhumaine. Je sais pas si... Il y avait le chien là aussi, non j'ai oublié le nom. Gold Joe, non. Bref, je ne sais pas. Trou de mémoire sur trou de mémoire, on va pas s'en sortir. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on continue. Donc nous avons un allié qui a 2 contre avec une petite étoile, 1 d'attaque, 5 points de vie, qui est aérien, inhumain et sauvé. Donc on voit bien qu'il faut le sauver lui. Il ne compte pas dans la taille d'allié. On voit bien qu'il est du 7 MODOK, donc c'est un qu'on va devoir sauver. Une petite réponse, après que cet allié compte retirer une menace d'une autre manigance. Ok, donc ça c'est super fort déjà, ça c'est super intéressant. Réponse forcée, après que cette carte quitte le jeu, retournez-la et placez-la en dessous du deck Holding Cell, donc du deck de cellules de rétention. Donc on voit bien qu'on va avoir un deck de cellules de rétention qu'on va devoir libérer, j'imagine celle qui est au-dessus au fur et à mesure. Qu'à chaque fois qu'on va la libérer, on va retourner la carte et tomber sur un allié, jusqu'au moment où on va avoir l'allié qu'il nous faut pour avoir la condition de victoire. Encore qu'ici, il faut les libérer tous, donc, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'était ça. Ouais, c'est ça, donc il faut qu'il n'y en ait plus en jeu pour pouvoir le vaincre lui. Donc il va falloir libérer tous les alliés. Et on va aller regarder la suivante. Holding Cell, donc voilà, ça c'est un environnement de cellules de contention. On voit qu'on a notre personnage que l'on veut sauver, donc Maria Garcia, si je dis pas... Ah non, c'est Sarah Garza, voilà. Maria, je me tape un gros délire, c'est pas grave. Et on voit que ça rentre en jeu avec donc deux compteurs verrouillés par joueur sur elle. Donc je joue tout seul, elle arrive avec 2, on joue à 2, elle arrive avec 4, et ainsi de suite. Interruption forcée, quand le dernier compteur verrouillé est retiré d'ici, retournez cette carte et mettez Sarah Garza en jeu sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc déjà, on choisit. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Comme action de héros, dépensez une ressource libre ou 3 ressources de n'importe quel type pour retirer un compteur d'ici. Et c'est là que tous les générateurs de ressources libres vont être vraiment intéressants. Hein, donc, le Queen Carrière, si je ne dis pas de bêtises, et ainsi de suite. Ça peut franchement aider à la libérer beaucoup plus vite. Alors, une fois qu'on l'a libérée, voilà ce qu'on obtient. Une Sarah Garza, qui est donc un allié, qui ne coûte rien, comme vous pouvez le voir, hein, c'est normal, puisqu'on ne pourra jamais la jouer depuis sa main, qui a 2 de contre, 2 d'attaque avec une petite étoile, qui a 5 points de vie, qui est inhumaine, sauvée, et le trait shield, donc ça pourrait être intéressant. Ne compte pas dans votre limite d'alliés une fois de plus, une icône libre, du coup on se demande à quoi ça sert, si on ne peut jamais l'avoir en main, donc ça ce sera à voir peut-être plus tard, avec d'autres effets, enfin on ne sait pas, on verra plus tard. Réponse forcée, après que cette carte ait quitté le jeu, retournez-la et placez-la en dessous du deck, j'ai oublié le nom à chaque fois, de cellules de rétention. Voilà. Alors combien on en a? C'est une bonne question, je n'ai pas pensé à aller regarder les numéros de cartes. C'est peut-être intéressant, il y a peut-être déjà moyen de le savoir. Donc ça c'est la 5, la 3, ça évidemment c'est la 1. Donc a priori il n'y a qu'une manigance
principale. Et si Saragarza est la dernière, on ne sait pas, 3, 4, 5, on n'en aurait que 3 à sauver. C'est pas impossible. Hein. Ah, en tout cas, on a déjà la 7 ici. 5, 6, donc au pire, on en aurait 4, mais à mon avis, on n'en aura que 3. Et ici, on a donc une carte d'environnement, Flying Upgrade, donc amélioration du vol, trait adaptoïde. Chaque adaptoïde reçoit plus 1 de manigance, gagne Insight 1, incitation 1. Donc quand elle arrive en jeu, quand elle est révélée, elle met une menace sur la manigance principale et elle gagne le trait aérien. Je ne sais pas quoi en dire pour l'instant, on va aller regarder plus loin. Ah ben voilà, donc un sbire adaptoïde qui a un de contre, un de manigance, un d'attaque, le trait adaptoïde, 5 points de vie, donc jusque là ça n'a pas l'air trop méchant. La petite étoile, donc on retrouve ici pour les deux. Checker, donc contrôler les environnements adaptoïdes pour les éventuels modificateurs pour ces valeurs. D'où ce qu'on a ici. Donc quand cet environnement va arriver en jeu, on le pose. On voit qu'on n'a pas de moyen de l'enlever. Donc, et j'imagine qu'il est mélangé probablement dans le deck au départ. À moins que ce soit indiqué différemment sur la manigance principale et que ça n'arrive en jeu que par d'autres effets de cartes, mais ça pour l'instant on ne le sait pas, on n'a pas assez d'infos. Et donc ici plus 1 de contre et incitation 1, donc le trait du vol va vraiment jouer sur le fait de nous gréver au niveau de la menace. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Une fois vaincu, retirez un jeton un jeton tout usage d'un environnement. Bon, bah ça tombe bien, puisque eux, en prison, c'est un environnement. Les compteurs qu'on va utiliser pour le verrouillage, ce sont des compteurs all purpose, tout usage, donc on va pouvoir accélérer la libération de nos captifs à l'aide de la défaite donc des adaptoïdes. Mais pas que, ça peut être d'autres environnements. Bah oui, il y a des environnements d'ailleurs qui vont arriver en campagne, je vais en parler plus vers la fin de cette vidéo, et donc on pourrait éventuellement aider avec ces environnements-là grâce à cette carte-ci, mais j'en reparlerai après. Alors elle a un effet de boost, comme on peut voir, donc 2 icônes de boost et une icône d'effet de boost. Quand, après cette activation, mélangez l'adaptoïde dans le deck rencontre. Donc, s'ils ont tous cet effet de boost, on est sûr et certain que tôt ou tard, on va avoir des adaptoïdes contre nous. Et nous revoilà à Modok, qui donc n'a que 10 points de vie, et pas par joueur, pour rappel. Ça signifie quoi? Ça signifie que le coco, on va l'attaquer. Il ne mourra jamais, à moins qu'on gagne la partie. Et donc on va se prendre le Retaliate One de toute façon, systématiquement. Donc c'est quand même, au niveau de la mécanique, ça se défend pas mal. On va prendre pas mal de points de dégâts malgré tout. C'est de nouveau quelque chose un peu circulaire, assez sympathique. Et on a fait le tour de ses cartes à lui. Alors, on va passer au quatrième set de rencontre que nous a prévu FFG, où donc on a terminé notre petite enquête pour savoir qui avait enlevé Saragarza. On a été la sauver. On rentre gentiment au QG, et là, le traître a prévenu les agences gouvernementales que, soi-disant, nous sommes des saligots, et on nous envoie des anti-héros contrôlés par le gouvernement, alias les Thunderbolts, guidés par Citizen V, qui a une histoire un peu chelou, j'ai essayé d'aller voir, c'est assez spécial. Je vous invite à aller regarder sur Wiki ou autre, si ça vous intéresse, parce que c'est un peu long à résumer, mais en gros c'est un mec qui a absolument aucun super pouvoir, mais c'est quand même lui le chef. Et d'ailleurs à un moment donné, quelqu'un a pris sa place, que vous connaissez très bien, et que je me demande franchement si c'est pas le 5e personnage qu'on va avoir, c'est une des possibilités, alias le baron Zemo. Mais bon, donc c'est un méchant.
il a une face A, donc on voit que de nouveau ce n'est pas un héros classique avec 3 faces, mais c'est de nouveau un personnage qui va plutôt flipper. 2 de manigance, 2 d'attaque avec une petite étoile, il est Thunderbolt. Citizen V ne peut pas être vaincu tant qu'il n'y a pas au moins un sbire Thunderbolt par joueur dans la Victory Display, dans la pile de victoire. Interruption forcée, quand Citizen V devrait s'activer contre vous, pendant la phase 2 de la phase des vilains, si vous êtes engagé avec un sbire Thunderbolt, eh bien Citizen V ne s'active pas et se soigne de 4 à la place. Donc en gros le coco il est derrière, il pointe avec son épée et il envoie vers vous à l'attaque les sbires pendant que lui se repose. Alors la manigance principale, appréhender les agents rogue, qui ne sont plus, je ne sais plus le terme exact, mais enfin c'est pas illicite, mais c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Les agents qui sont retournés contre nous, quoi. 11 menaces de seuil par joueur. Elle commence à 1, elle augmente de 1 par joueur. Ok. Chaque Thunderbolt gagne garde. Ce n'est pas sans nous rappeler de nouveau un petit quelque chose. Ah oui, tiens, d'ailleurs j'avais oublié, petite parenthèse, j'avais préparé ça aussi. Donc ça c'était pour aller avec Batroc. On voit bien que le set des Sinister Six faisait un petit peu la même chose, hein, bien qu'ils étaient eux à plusieurs. Mais donc quand on le battait, on retirait de la menace du side scheme qui, une fois vaincu, nous permettait de gagner. Donc le battre, lui, ne le tuait pas vraiment puisqu'il allait dans une pile, mais il pouvait revenir par après. Donc c'est de nouveau une nouvelle, comment dire, une mécanique qu'on a de nouveau un petit peu transformée pour aller la trifouiller d'une autre façon et voir ce qu'on peut obtenir. Même si l'idée de base est la même, le résultat au final est quand même assez différent. Et donc ici j'avais mis en évidence eh bien, la manigance secondaire qu'il fallait vider pour finalement gagner. Donc on voit qu'elle commence avec 10 par joueur, plus 5, et qu'il fallait l'amener à 0 pour gagner la partie. Voilà, cette petite parenthèse. Ouais, également j'avais préparé le Mutants at the Mall pour, donc ça c'est plus le set avec Modoc. Voilà, vous gagnez ici, vous vainquez cette manigance annexe, vous la retournez, vous obtenez Jubilé. Eh bien ce n'était pas sans vous faire penser finalement à Saragarza, c'est un peu le même principe. C'est de nouveau donc une même mécanique, mais avec des petites variations qu'on amène pour finalement obtenir un résultat assez différent. Et je remercie les gars d'FFG pour ça, et surtout leur nouveau concepteur, je crois Tony Franchi, si je dis pas de bêtises, qui amène franchement son lot de bonnes idées depuis peu, et ça a l'air, j'ai assez confiance dans le personnage pour encore nous pondre plein de choses intéressantes. Alors, on va en revenir donc au Thunderbolt, c'est bien ça, qui me fait un petit peu penser à ceci. Master Mold, avec un personnage qui va aller rechercher des sbires qui sont sentinelles, et qui auront toutes, de par la manigance, enfin les deux manigances principales, qui auront toutes justement le trait garde. Et à chaque fois qu'on va passer d'une manigance à l'autre, on va aller rechercher une sentinelle. Quand on va le vaincre une première fois, on va aller chercher une sentinelle. Également, quand il doit contrer, donc ça veut dire qu'on a été se protéger pour éviter de prendre des points de dégâts, eh bien, il va aller chercher une sentinelle. On ressent un peu de nouveau la même mécanique, qui est de mettre des sbires devant soi, pour dire, ok, moi je ne fais pas grand chose, je suis derrière, mais je suis protégé par des sbires. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Donc chaque Thunderbolt sbire gagne garde, hein, c'est la même chose. Réponse forcée, après qu'un joueur a attaqué un sbire Thunderbolt, engagez ce joueur. Donc là, Thor, fais-toi plaisir. Ça va vraiment être un truc pour lui, il va piocher, mais comme un bœuf. Et si ce stage est fini, les joueurs, évidemment, perdent la partie, ça c'est classique. Donc déjà, on sait qu'on n'en a qu'une. Avec un seuil de 11 par joueur, on voit que l'accent n'est pas trop mis finalement sur
cette manigance-ci, ça va plus être le fait de se friter contre les Thunderbolts pour avoir vraiment un combat digne d'un film. Alors, nous avons le Thunderbolt Backup, qui est un environnement, qu'est-il dit dessus? Le sbire attaché ici est considéré comme étant en jeu, peut être ciblé par des attaques et des capacités. Donc, il est là, d'accord, mais il est en jeu. Interruption forcée, quand le round se termine, ça va bien, le round se termine, attachez le sbire Thunderbolt qui a le plus de points de dommage ici, en l'intervertissant avec celui qui était déjà ici. Donc en gros, si vous en avez un en jeu qui a 5 points de dégâts, celui qui a le plus de dégâts, et qu'il y a un sbire Thunderbolt ici, ils vont swapper de place, prendre la place l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Si il y a un sbire ici, donc admettons qu'aucun sbire n'ait de dégâts, ben, il n'ira pas ici, soignez un point de dégâts par joueur de ce sbire. En expert, soignez un point de dégâts de ce sbire supplémentaire, donc en gros 2 points de dégâts par joueur, et en plus on va lui donner une carte de statut tenace. Et donc les différents sbires qu'on a, et vous allez voir qu'ils sont assez costauds, vont swapper, vont venir ici se soigner, se prendre un petit jeton tenace, et puis retourner au combat, en sachant que tant qu'ils sont présents au combat, on ne peut pas attaquer puisqu'ils en gardent le Citizen V, et qu'en plus, tant qu'on n'a pas au moins 2 sbires morts Thunderbolt dans la défausse, enfin, moi c'est parce que je joue souvent à 2, tant qu'on n'a pas au moins un sbire par joueur, un sbire Thunderbolt par joueur dans la défausse, eh bien on ne peut tout simplement pas vaincre en plus Citizen V. Alors voici justement quelques-uns des différents sbires que l'on peut avoir. On voit qu'on a Moonstone, Songbird, Mach 4, Radioactive Man. Il y en a déjà 2 dont on sait un petit peu lire les pouvoirs. Donc Mach 4 qui a 1 de contre, 1 de manigance, pardon, j'arrête pas de faire l'erreur aujourd'hui, 2 d'attaque avec une petite étoile, qui a 16 points de vie. 16, c'est énorme, sachant qu'en plus ils vont se soigner régulièrement. Il a aérien, élite et Thunderbolt. Il a le trait vilain, donc il va avoir une carte de boost systématique, ce qui signifie qu'en fait il remplace l'activation en gros de Citizen V, donc du vilain. Ça fait sens. Et une fois vaincu, évidemment, il va dans la pile de victoire. Heureusement, parce que quand on arrive à vaincre un buff pareil, on est quand même content qu'il ne revienne pas. Alors, comme petite étoile lors de l'attaque, chaque personnage sans le vol ne peut pas faire de défense, cannot make basic defenses, donc ne peut pas faire de défense basique contre les attaques de Mach 4. Le mec qui attaque à 2 avec Villainous, et on peut pas se défendre si on n'a pas le trait flying, aériel, c'est quand même vraiment une belle crasse. Potentiellement, si on n'a pas un gars qui s'est volé, si c'est lui qu'on tire au hasard, on est mal. Alors, je vais déjà lire Radioactive Man. 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de manigance, 2 d'attaque, 18 points de vie. Il est élite également et Thunderbolt également. Donc 18 points de vie, j'avais dit. J'imagine qu'ils seront tous élites de toute façon. De nouveau le trait Villainous. On le sait dans la revue qu'FFG a envoyée, dans la preview qu'FFG a envoyée, donc ils ont tous le trait Villainous. Réponse forcée. Après que l'homme radioactif s'active contre vous, infligez 1 dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc lui, les personnages commandement, ils vont pas l'apprécier des masses. Et on ne pourra pas s'en débarrasser aussi facilement que celui qui a 7 PV que l'on a dans la boîte de base, dans le corset. On devine également qu'il a aussi 4 icônes de boost, comme on peut voir ici, 4 icônes de boost, donc à mon avis ils l'auront tous. On voit donc on voit qu'en termes de points de vie, ils se défendent bien. Et ce sont des sets modulaires, donc on pourra les rajouter évidemment à n'importe quelle partie, pas forcément qu'avec Citizen V, donc ça va être assez sympathique d'augmenter la difficulté à mon avis avec eux. Pour ceux qui suivent mon analyse des sets modulaires, je pense qu'ils vont tous rentrer tout simplement dans les bras droits du boss, ce qui fait sens ici vu le type de scénario.
On voit également qu'ils ont tous une petite couleur différente, ils ne sont pas gris comme le sont toutes les cartes modulaires, c'est vraiment pour leur donner une identité un petit peu plus que d'habitude. À ce jour, le seul set modulaire qui avait été conçu avec une couleur différente comme ça, tant il fusionne en fait avec le set dans lequel il doit être joué, c'était celui du Gobelin Vert, Goblin Gimmicks, je me souviens bien du nom. Et donc on voit qu'ici ils vont avoir ces petites couleurs sympathiques pour bien montrer le fait qu'ils sont assez exceptionnels. Autre chose aussi, il a été signalé que d'autres sets Thunderbolt, set modulaire avec un Elite Thunderbolt, allaient probablement sortir lors de la vague, avec lorsqu'ils vont sortir des personnages, j'imagine, et que ces personnages pourront également être utilisés pour jouer avec Citizen V, donc pour augmenter encore plus la rejouabilité, avec encore plus d'effets secondaires, quoi. Voilà. Ça, c'est une très très bonne idée, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, rien, puisqu'on revient à notre bon Citizen V, qui donc n'a pas de pouvoir, et avec sa magnifique cape aux couleurs de l'Amérique, se planque gentiment devant ses potes qui, eux, ont des super pouvoirs. Sinon, à part ça, on voit qu'ici, il a 12 points de vie par joueur sur sa face A, ce qui n'est pas énorme. Donc ça, par contre, une fois qu'on a réussi à vaincre les autres, il doit y avoir moyen de s'en débarrasser relativement facilement. À savoir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avoir lu quelque part que lors de l'entrée en jeu, je ne sais plus où j'ai lu ça, ça devait être ici. Ah, ou c'est peut-être eux qui, dans la news FFG, je ne sais plus. Mais je pense qu'en gros, il va falloir choisir un Thunderbolt, un set modulaire Thunderbolt, plus un par joueur, à mélanger dans ce set-ci, lorsque vous voulez jouer. Donc, les risques de tomber, déjà d'avoir un boost à 4, sont réels, puisqu'on ne va pas forcément les avoir comme carte de rencontre, on peut les avoir comme carte de boost. Et à mon avis, il y a un effet au début du placement qui va nous demander d'aller en chercher au moins un, ce qui serait logique. Donc on en aura un en jeu, j'en suis presque certain, d'entrée de jeu, et un autre qui traîne dans le deck, qu'on pourrait donc piocher par la suite. Donc si on n'a pas de bol, on en a deux comme ça, à partir du tour 2, quoi. Ça peut être très violent. Voilà qui clôture les cartes que l'on a pour l'instant pour les différents sets de rencontres. On sait qu'on en a un cinquième, mais il n'a pas été leaké, parce qu'apparemment c'est la taupe qu'il faut débusquer. Euh, ça me paraît assez marrant, parce qu'une fois qu'on l'aura fait une fois, si c'est à chaque fois le même, ben on saura qui c'est. Sauf si c'est en fait une carte, à l'instar de ce qu'on a eu avec le deuxième set de la boîte X-Force, si je ne dis pas de bêtises de nouveau, j'en dis peut-être beaucoup des bêtises aujourd'hui, mais voilà, où en gros c'est un set qui va aller reprendre un des vilains et le booster, l'améliorer. C'est pas impossible. Auquel cas, le cinquième vilain de la campagne sera systématiquement différent. J'espère que c'est ça, parce que ce serait vraiment très chouette au niveau de la rejouabilité, donc on verra bien. Donc c'était le deuxième set où on doit sauver les Morlocks avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui se fait enlever, et il faut... Et, bah, vous savez quoi, le plus simple dans ces cas-là, moi j'aime bien vérifier, on n'est pas à 2 secondes près. De toute façon, à ce stade-ci, soit il n'y a que les passionnés qui me suivent encore, soit bah, vous n'êtes déjà plus là. Donc on peut franchement prendre le temps à son aise. On va aller voir dans Next Evolution, où je pense qu'il se trouve. C'est On the Run, je pense. Alors maintenant, on va attendre gentiment. Je voulais On the Run, s'il te plaît. Morlock siège, voilà. Bah donc on voit ici hein, les différents maraudeurs. On avait un décret avec des maraudeurs qui servent plus ou moins au hasard de vilains pour la première mission. Donc on devait en battre un certain nombre. Et ensuite on doit en choisir un seul. Pop, 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 pom. Alors c'était où ça déjà? Zut. Ah bah non, je suis toujours dans le Morlock siège évidemment, comme les cartes se sont révélées petit à petit.
Voilà, on the run. Mais il me semblait bien que j'étais pas au bon endroit. Donc s'échapper avec Hope, hein, pour rappel, on prend un vilain et on lui rajoute cette carte-ci, qui est permanente, donc ça ne fout pas le camp, et ça va tout simplement lui donner plus de compétences, de pouvoir, etc. Et au moment où il meurt pour la première fois, on flippe la carte pour lui donner, donc, comme s'il avait une deuxième face, alors qu'au départ il n'en a qu'une. Il va recevoir plus de points de vie par joueur, une attaque, une défense améliorée, et éventuellement encore d'autres pouvoirs. Donc il pourrait nous sortir une carte de ce type-là, avec un autre set qui pourrait s'adapter à n'importe lequel donc des héros. Là, ce n'est que moi qui fais des présomptions. Je ne sais pas si ce sera ça ou pas, mais vu ce qu'on nous a vendu et la construction, j'imagine... Ah, voilà, j'y étais. J'imagine que ce sera peut-être ce genre de mécanique. Donc voilà. Alors, pour en revenir à la campagne, nous avons justement des cartes d'environnement qui sont mises au setup, je pense qu'on va avoir droit aux 4, et qui ont des pouvoirs, mais qui risquent aussi de se retourner contre nous. Donc des membres d'équipe. S'il y a 4 secrets sur eux, on la retourne. Et pour une action de héros, on dépense 2 énergies. Et on peut retirer un compteur secret d'ici, puis soigner un point de dommage d'un personnage ami. Donc on voit que moyennant un coup, on aura déjà le fait de les rendre plus fidèles à notre cause, on va dire, en les payant, et qu'en plus ils nous feront un petit effet sympathique qui permettra de se... Enfin, qui nous donnera un bonus. Donc ici c'est soigner un point de vie, et on voit que c'est le chef médical, donc ça fait sens. En plus il est en couleur verte je crois. Le chef de l'officier de surveillance, pour 2 mentales, donc ça fait sens aussi, qui va pouvoir retirer donc de nouveau un compteur secret d'ici, et en plus retirer 2 menaces d'une manigance. 2 pour 2, ça reste un coup finalement qui n'est pas si mal, surtout qu'on va être obligé de les soigner quand même pour les garder, parce que quand on ne les sauvegarde pas, ils se retournent et donnent un bonus évidemment au vilain. Donc on voit que c'est 4 secrets en normal, 3 en expert. Je pense qu'en expert, ce 1 de différence, je pense que ça va faire une énorme différence en vrai lors de la partie. Alors le chef officier tactique, qui lui donc pour 2 ressources de points de force va faire 2 dégâts à un ennemi, donc on voit qu'ils ont chacun mis leur spécialité, et puis ici c'est toujours la même chose. Et alors on nous met un exemple, donc admettons que lui on l'ait laissé grimper jusqu'à 3 secrets sur lui, par des effets que je ne connais pas encore, mais sûrement de nouveau un set modulaire de campagne qui va rentrer dans les sets de rencontre et qui vont faire des effets ici en leur ajoutant des secrets, j'imagine. Eh bien on voit que déjà le vilain se reçoit un gentil petit +1 d'attaque. Bon, ça paraît pas grand chose comme ça, mais par contre, on voit aussi que s'il y a 3 membres qui sont retournés, eh bien on perd d'office la partie. Donc en gros, tous nos membres d'équipage se sont retournés contre nous. C'est une mutinerie et on l'a dans l'os. Pour ceux qui connaissent l'histoire du bounty, il y a une vague similarité. Alors on a aussi une réponse forcée après qu'un compteur secret est placé ici, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à en mettre. Infliger 2 dégâts à un personnage ami. Voilà les effets qui mettent des compteurs. Une fois qu'ils arrivent à 3, ils retournent la carte, ça fait un bonus permanent. Si on retourne les 3, ou 3 parmi ceux qui sont présents en tout cas, on a perdu. Donc ça pique. Et en plus, à chaque fois qu'on va remettre un secret dessus, on a un effet négatif qui n'est pas piqué des verres non plus. Moralité, il faut vraiment éviter de se les prendre. Si on se réfère à la mécanique de campagne précédente, qui était quand même très lourde, qui nous demandait de deckbuilder différemment, pour finalement pas de gros gains après l'avoir essayé 2 fois, j'avoue, je ne l'ai pas fait plus. En faisant du deck building, il y avait moyen de mitiger franchement les problèmes, ça faisait quand même des petits bonus au fur et à mesure qui faisaient que, bon, allez, plus la partie avançait, plus la campagne avançait dans les parties, moins ça semblait lourd. Surtout si vous aviez réussi les bonnes missions annexes qui permettaient d'avoir les alliés justement qui étaient spécialisés dans le fait d'aller dans les missions annexes et ainsi de suite. Mais voilà, ça semblait lourd. Ici, c'est un peu une difficulté qui vient se rajouter, mais qui est sine qua non. Donc là, vous n'aurez pas le choix de jouer avec ou pas. Il faudra
le faire, moyennant des coûts, mais on a aussi un bonus à chaque fois qu'on paye le coût immédiatement. Donc, on va payer de ressources mentales, on va enlever de la menace, on va payer de ressources points, on va faire de dégâts, on va retirer en payant des ressources énergie, on va soigner soit notre personnage, soit un allié qui va donc pouvoir être réutilisé tout de suite pour contrer ou attaquer, très souvent de 1 ou de 2 au minimum. Donc on a l'impression que le coût que l'on paye a un effet immédiat, et que si on ne le fait pas, on a un malus immédiat. Je trouve ça, comme ça, sans avoir testé, beaucoup plus équilibré. J'ai beaucoup plus hâte de me frotter. J'étais déjà hypé pourtant par la précédente, mais après l'avoir essayé 2 fois, honnêtement, j'ai pas envie de m'y remettre. Alors qu'ici, j'ai le sentiment que vraiment ça va être très intéressant de le refaire à chaque fois. D'ailleurs, je suis très curieux, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé après test, parce que maintenant on n'est plus dans la preview, ça a été testé, la mécanique de campagne précédente et celle-ci. J'attends vos avis avec impatience. Bon, ce n'est pas tout. On nous vend un système aussi pour découvrir qui est la taupe, avec une enveloppe spéciale dans laquelle on va devoir mettre, je crois de façon cachée, certaines cartes parmi les means, donc les moyens, pas les moyens, les opportunités. Je ne sais plus comment ça se traduit, tiens. Enfin bref, on a 3 groupes de cartes, avec les icônes que l'on retrouve ici, que l'on va devoir ranger, donc une sorte de Cluedo. Ce qui va nous laisser donc normalement 2 cartes comme ceci, que l'on va pouvoir trouver lors des missions, j'imagine, puisqu'on la voit ici. Et donc, au fur et à mesure qu'on va les trouver, on va pouvoir déduire ce qui est ici derrière. Donc on aura envie de les trouver pour le bonus, mais en plus, si on les trouve toutes, non seulement on aura des bonus de jeu, mais en plus on saura aussi la bonne... la bonne... je tombe plus sur le mot exact, ça m'énerve. La bonne configuration, allez, je prends un synonyme. Ce qui très certainement pour la dernière mission lors de la campagne va nous donner un bonus, ou éviter de nous donner un malus si on n'a pas la bonne. Ce sera juste ça. On pourra quand même, j'en suis sûr, tenter la partie, mais à l'instar de Red Skull, Crâne Rouge, ou si on n'avait pas été assez vite avec le Absorbing Man, on passait directement à la manigance principale 2. Ici on aura très certainement un simple effet du même style, avec plus de sbires en jeu dès le départ, ou des points de vie en moins, ou n'importe que sais-je. Mais voilà. Alors, la carte Evidence, donc preuve, traduit littéralement. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? On va essayer de lire ça parce que c'est vraiment tout petit, mais donc setup déjà. Donc lors du setup de la partie, chaque joueur ajoute un secret, un compteur secret à un membre. Ah oui, ok, un des environnements member board. Donc du fait qu'on a cette carte, on doit rajouter un secret dès le départ. Donc ça, c'est pas vraiment un bonus. To search a collection for a different justice ally. Ah non, ok. Donc déjà, c'est une capacité qu'on n'est pas obligé de faire, mais si on la fait, chaque joueur peut rajouter donc un secret sur un board member pour aller rechercher un allié justice et le mélanger dans son deck, quel que soit l'aspect de notre deck. Chaque joueur peut ensuite rajouter une menace sur la manigance principale pour rechercher dans son deck après cet allié justice et le mettre dans sa main. Donc potentiellement, moyennant donc 2 coups différents, qui est d'avoir un secret sur les membres, qui donc il va falloir payer par la suite pour éviter qu'ils se retournent contre nous, les board members, les 3 cartes d'environnement que je vous ai montrées précédemment. Donc celle-ci, on peut mettre un secret sur un de ceux-ci, et ensuite mettre une menace sur la manigance principale pour avoir un allié justice en main tout de suite. Bon, j'imagine que les autres effets, les autres cases, cartes que l'on va pouvoir avoir, d'ailleurs je me demande, est-ce qu'ils vont nous faire des petites cartes? Et j'imagine assez bien des cartes au format comme les cartes de statut,
parce que ça sert à rien d'avoir des grandes pour pouvoir mettre dans une enveloppe, etc. Donc je sais pas pourquoi, mais je sens bien que ça va être des toutes petites. Donc voilà. Ça, c'était donc pour les cartes de campagne que l'on a pour l'instant. Alors, nous avons encore d'autres cartes que l'on peut voir, je pense. Acrobatique, donc ce n'était pas ici, je crois que c'est au dos de la boîte. Et d'ailleurs, au dos de cette boîte, j'ai remarqué une petite chose, vous allez me dire ce que vous en pensez aussi. Back of the box. Alors, est-ce qu'il y a moyen de zoomer? Il y a moyen de zoomer, c'est magnifique. Alors déjà, on voit l'upgrade Saragarza. Et on voit que les adaptoïdes gagnent le trait élite, gagnent plus 1 d'attaque et gagnent également overkill et ranged, qui sont d'ailleurs des pouvoirs, je crois que j'ai oublié de le dire, que Saragarza a pour ses attaques. Donc c'était une 2-2 qui avait effectivement ces pouvoirs-là aussi. Donc là, elle va donner ses pouvoirs aux adaptoïdes, ce qui est somme toute logique. On voit aussi qu'on a la danse de la mort, et on voit que quand elle est révélée, elle fait 1 dégât, et on ne sait pas lire la suite, mais on imagine que ça va être un peu le même principe que Dance of Death, justement, donc la danse de la mort de notre Natasha Romanoff. C'est de nouveau une carte dont on a repris le même nom. On voit qu'on a un Security Scanner, qui était donc une des cartes d'évidence, une des cartes de preuve. Alors, savoir ce que celle-ci va faire, c'est impossible à dire parce que c'est vraiment trop petit, mais on voit que de nouveau, un secret est marqué ici. Donc j'imagine que de nouveau, on va avoir setup, placer un secret sur un board member pour faire quelque chose, hein, ça va être la même mécanique. On a la manigance annexe de Radioactive Man, donc Runaway Nuclear Reaction, fuyez la réaction nucléaire. Et on arrive à lire vraiment en tout petit. Concentré parce que c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a marqué là-dessus? Donc déjà, on voit qu'elle a de nouveau une petite couleur particulière. Donc c'est cette là pour bien rappeler à quel point ils sont spécifiques. Ils auront presque... ce seront presque des 7 héros, mais modulaires en face, un mix entre les deux. Et donc, réponse forcée, après que Radioactive Man is dealt any amount of damage, donc reçoit n'importe quelle quantité de dommages, placer un égal nombre de menaces sur ici, et s'il y a 10 ou plus menaces ici, infliger 10 dégâts à chaque personnage, ok, et défausser réaction nucléaire, et on voit qu'il y a une icône d'urgence. Donc il faudra se débarrasser de Runaway Nuclear Reaction avant d'aller vider la manigance principale. Je ne sais pas si j'ai bien lu, mais infliger 10 de dégâts à chaque personnage, donc aussi bien les bons que les mauvais, c'est d'une violence inouïe parce que la plupart des héros sont one-shot. Donc c'est quand même assez... Ça peut être assez marrant. Bon, maintenant à savoir que justement, la plupart des héros sont one-shot, sauf que le vilain a souvent plus que 10 points de vie, ok, et en plus, même les sbires ici, qui vont pas arrêter de se soigner d'ailleurs, hein, c'est un peu une mécanique où on voit que Citizen V, tant qu'il est protégé par un de ses amis, Thunderbolt, va se soigner de 4 à chaque fois au lieu de s'activer, et eux vont aller dans leur petit lieu de récréation en swappant les uns les autres pour se soigner au fur et à mesure. Donc eux pourraient survivre là où les héros pourraient être morts. Marrant. Bon, donc c'est à peu près toutes les infos que l'on a, un petit détail près, que j'ai remarqué, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'avait remarqué. On voit donc 5 nouveaux scénarios mettant à l'affiche Black Widow, Yelena Belova, Batroc, MODOK, les Thunderbolt avec Songbird, ok. Et puis on a ici, là où devrait se trouver le nom du 5e, mais en noir, on a marqué Batroc, mais avec un K à la fin. Alors j'ai été voir si un tel personnage existait, je ne l'ai pas trouvé, mais ça me semble quand même assez improbable que ce soit une erreur. C'est pas ça, hein, des coquilles ça arrive, mais que ce soit justement le même nom qu'un des personnages, avec en plus un K qui s'est rajouté, comme dans MODOK, qu'il est caché, mais quand même suffisamment visible sans l'être trop... Enfin, moi j'ai l'impression on est dans une boîte presque d'investigateurs, d'espions,
Et là, on a une information qui pour moi est un indice. Donc je ne sais pas, je n'en sais pas plus, mais si quelqu'un a de l'info, si quelqu'un sait à quoi ceci peut rimer, que ce n'était pas juste une erreur d'impression, eh bien qu'il me tienne au courant, ça me ferait plaisir, et qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire justement pour tous les autres qui suivent la chaîne, ça leur fera très certainement plaisir également. Voilà, voilà. Alors, on revient en arrière, comme ceci. Alors, dernière petite chose hein, qu'FFG aime bien systématiquement nous donner, ce sont... Donc déjà, on sait qu'on va avoir 4 personnages qui vont gentiment arriver dans cette vague-ci. Probablement également un tapis. Ça fait un moment qu'on n'en avait plus, mais là je crois qu'ils vont nous faire un grand tapis pour la vague. Sinon je vois pas pourquoi il se serait amusé à en créer un dessin et puis ne pas le produire après. Hein. Quand il y a moyen de faire de l'argent, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et donc on a 4 silhouettes. Je ne vais pas vous mentir, ça a déjà été bien débattu sur Facebook entre autres, au Discord, et j'ai été jeter un petit coup d'œil, donc j'ai une vague idée de ce que la plupart des gens pensent. Mais avant ça, j'avais essayé de trouver la solution par moi-même, et ce que j'avais pensé, c'était, au vu ici de ses boucles d'oreilles, de sa coiffure, ça me paraît évident que c'est Shuri. Alors pourquoi Shuri? C'est un peu bizarre. Parce qu'avec le Shield, voilà. Maintenant, on nous a annoncé qu'on allait avoir 4 personnages, dont 2 qui étaient vraiment liés au Shield, qui sont vraiment des agents du Shield, et puis des surprises. Alors, est-ce que ce sont des personnages qui ont des accointances avec le Shield, ou vraiment pas du tout, comme ils l'ont fait avec la vague de Thanos, où on avait eu des gardiens, des Avengers, un peu mixés? Je ne sais pas. Et voilà. Donc j'avais pensé à Shuri. Ici, dans un premier temps, j'avais pensé au Winter Soldier de par sa coiffure et un petit peu, ça ressemblait un peu à une veste longue comme il aime bien porter souvent quand il est dans le civil, parce que n'oublions pas que ce sont à chaque fois les personnages dans le civil ici. Là, j'avais pensé dans un premier temps soit à Luke Cage, soit, je pensais à Winter Soldier, bah, ça me semblait évident qu'il fallait avoir un Falcon, et avec le front comme ça légèrement dégarni, le petit suite, parce qu'il ne me paraît pas assez costaud non plus pour être Lucas Cage. Luke Cage plutôt, pardon. Pourquoi Lucas? Peut-être George. N'importe quoi. Enfin bon. Et donc le dernier ici, ben, évidemment, moi j'avais très envie que ce soit Bobby Morse, alias Mockingbird. Seulement en voyant ça, je m'étais dit, bon, il y a des personnages qui sont censés ne pas être Shield. Apparemment, d'après l'annonce, donc ça pourrait franchement être Black Cat. Mais je ne sais pas, je trouve que la façon dont elle met sa main, enfin, et la coiffure, ça me fait pas tellement penser à Black Cat. Black Cat, normalement, elle a tout le temps comme ça. Enfin, en civil, c'est encore autre chose, mais sinon, avec sa tenue, elle a un espèce de truc tout fluffy ici. Et puis, enfin, ouais, je sais pas, ça me paraissait bizarre. Et évidemment, après avoir été regardé un petit peu ce que tout le monde en pensait, je me suis rendu compte que la coiffure ici, plus le fait qu'on a l'impression qu'il lui manque un bras, et que donc s'entraîner à un bras, ça ferait sens pour un Winter Soldier, et que le monsieur, il est souvent représenté avec un chat dans la série, puisqu'il est quand même assez esselé, il s'en veut de ce qu'il a fait, et donc dans sa thérapie, eh bien, il s'est pris un chat qui s'appelle Alpine, et qui se mettrait sur lui lors de son entraînement. Donc pourquoi pas? De nouveau, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que vu la quantité de personnes, et en général les gens ont quand même un peu de nez pour ce genre de silhouette, qui pensent que ceci est Winter Soldier, et moi qui pensais que celui-là était peut-être Winter Soldier aussi, je suis presque sûr et certain que ça va être Falcon, Sam Wilson, potentiellement, donc, enfin clairement Avenger, mais potentiellement aussi peut-être Shield, voire même encore autre trait, puisqu'il va travailler quand même un petit peu pour le gouvernement à un certain moment, me semble-t-il. Mais bon voilà, donc il aurait quand même un trait Shield également. Winter Soldier, que ce soit là ou là d'ailleurs, a un trait Shield normalement aussi. Mais je sais qu'il y a pas mal de discussions actuellement autour du fait que il a traîné pas mal au niveau du MCU au Wakanda.
notamment son bras en adamantium, en vibranium, pardon, fabriqué au Wakanda. Il a donc pas mal de contacts avec les Wakandais et notamment avec Shuri. Et que je me dis que le lien en fait il est peut-être là, que l'on va avoir un personnage ici qui est censé être Shield, voire Thunderbolt, voire pourquoi pas Wakanda, parce qu'il y a quand même pas mal de tips qui pressentiraient gentiment que le personnage reprendrait le rôle d'un tout vieux personnage un petit peu oublié, mais d'un frère ou d'un demi-frère, je ne sais plus, du roi T'Challa, qui s'appelle en fait le White Wolf. Et il me semble que dans la MCU, à un moment donné, on l'appelle comme ça, lors une scène de fin. Et donc si réellement il endosse la tenue White Wolf, il pourra avoir tout simplement un attachement, un upgrade, qui lui donne le titre White Wolf, plus peut-être des pouvoirs autres, ça je ne sais pas, mais voilà, qui lui donnerait le trait Wakanda, qui ferait qu'on pourrait avoir deux personnages qui rentreraient avec une tonne en fait d'ajouts qu'on attend depuis très longtemps pour justement le roi T'Challa en Wakanda. Ça ferait franchement plaisir d'avoir enfin cet archétype-là un peu développé. Donc là je prends peut-être mes rêves pour des réalités, mais j'espère vraiment que c'est ça, qu'on va avoir un personnage ici qui sera éventuellement Shield Wakanda, peut-être Avenger. Elle, j'imagine que ce sera juste Wakanda, voire Wakanda Avenger. Ce qui nous laisse ce personnage-ci, Falcon, qui va très certainement être Avenger Shield, et qui nous laisse un dernier personnage ici, qui a 100% de chance d'être féminin, parce que ils aiment quand même bien la parité quand ils peuvent le faire. Ils n'ont pas toujours eu l'occasion de le faire en fonction des héros qu'ils avaient sous la main à produire, mais quand ils savent faire du 50-50, ils le font, donc il y a beaucoup de chances que ceci soit une femme. Et vu les personnages précédents qu'on a ici, à mon avis, ça peut être soit Quake, alias Daisy Johnson, alias pour ceux qui ont regardé la série Skyler, soit Bobby Morse. Les deux personnages étant dans la série qui s'appelle justement Agent du Shield, je pense que les deux ont leur place maintenant en termes de silhouette, de coiffure. Il me semble que celle-ci, donc Sky, surtout que c'était l'héroïne principale en fait des Agents du Shield, bien je parierais plutôt sur ce personnage-là. Donc pour résumer, Shuri en Wakanda donc. Alors est-ce qu'elle aura quand même le trait Black Panther ou pas? J'imagine quand même que oui, hein. Ils vont pas nous sortir un personnage qui n'a pas ce trait là alors qu'elle l'a eu et dans les comics et dans le MCU. Ici je partirai sur l'héroïne principale des Agents du Shield alias Quake Skyler, Daisy Johnson, le Falcon que j'espère du coup en Shield Avenger et le White Soldier que j'imagine assez bien en fait en Shield Wakanda. Ce qui nous ferait quand même donc du Shield et un personnage uniquement Wakanda mais qui arriverait probablement en dernier dans les sorties pour sortir avec celui-ci. Voilà. Eh bien voilà qui termine cette preview. Je crois que j'ai pris vachement plus de temps que prévu. Je pensais prendre genre un petit 20 minutes et finalement j'ai digressé à mort. Mais bon voilà, je réfléchis à voix haute et je me fais plaisir, hein, c'est le principal. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des likes. J'apprécie grandement les gens qui viennent gentiment me dire qu'ils aiment ce que je fais. C'est incroyable, mais ça vous met du soleil dans la journée. Et si vous pouvez alimenter encore plus mes délires et mes fantasmes avec d'autres bonnes idées ici, n'hésitez pas. C'est évidemment avec un tout grand plaisir que je n'attends que ça. Dernière chose, FFG donc, nous a promis des previews régulières. Donc tout d'abord des deux héros ici qui devraient arriver incessamment sous peu. Donc là clairement si je ne suis plus malade je sauterai dessus le premier jour parce que pour l'instant je crois que ça s'entend encore un peu à ma voix mais je sors quand même un peu d'une crève. Et ils ont promis aussi de rentrer plus en détail dans chacun des différentes rencontres ici. Donc j'attends ça également avec une grande impatience et surtout quand ils arriveront à la 5e,
comme ils avaient fait pour la dernière boîte avec Ensabat Nour, si je ne dis pas de bêtises de nouveau. Donc j'attends ça évidemment avec impatience. Voilà, allez, à plus les amis, gros betch.